Salut à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard sur le média qui est, on le rappelle, diffusé sur YouTube, sur le site lemediatv.fr et désormais sur le canal 165 de la Freebox. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. On commence cette émission par un préambule. Oui, je le fais comme habituellement avec en plus un double hommage à toi Théo. Je te remercie d'abord pour le code promo de ton coiffeur qui m'a profité et puis cette chemise qui rappelle tes tenues. D'ailleurs à 0 € des fois parce que c'est... Ouais, mais bon, j'ai profité et je te remercie vivement. Donc le préambule, il y a une archive qui est ressortie, je ne sais pas exactement pourquoi. C'est un compte qui s'appelle Tribune Populaire qui a extrait une discussion entre Juan Branco, Elisabeth Quint et Claude Askolovitch. On est juste entre les deux tours de la présidentielle de 2017. Donc Macron n'est pas encore élu. Donc j'ai eu confirmation de cette date précise par l'intéressé, à savoir Juan Branco. Alors on peut penser ce qu'on souhaite de Juan Branco, sauf que là, cet extrait est absolument extraordinaire. Je vais vous le montrer en deux parties. Il est très court, mais je vais vous le montrer en deux parties parce que vraiment, il pointe un nombre incroyable de tares des journalistes français. Je vous laisse regarder la première partie. Selon l'issue du vote de dimanche prochain, lundi, ce sera à la tête de la France un président ou une présidente et qui imposera d'une certaine manière deux visions, qui imposera une vision qui sera opposée à celle de l'autre, n'est-ce pas, sur la politique migratoire, sur les politiques sociétales, mariage pour tous, des éléments extrêmement concrets. Vous pensez Je ne sais pas, moi j'attends de voir M. Macron qui a soutenu... s'est prévalu du soutien de M. De Villiers, une figure historique de l'extrême droite, en le visitant au Puy du Fou et en se jouissant de cette visite et de ce soutien à un moment où il se prévalait de la gauche et du Parti Socialiste. M. Macron qui dimanche... Pardon, vous avez tous les droits, mais jamais Emmanuel Macron, qui effectivement... s'est amusé à rendre visite à M. De Villiers. Non, c'est pas un amusement, je suis désolé. C'est pas un amusement. On ne s'amuse pas à aller visiter un leader d'extrême droite quand on se dit progressiste et quand on appelle au drame de l'histoire après les élections. Pourquoi pas? Mais vous ne pouvez pas dire... Non, c'est pas pourquoi pas, c'est un fait. Pourquoi pas? Mais vous ne pouvez pas dire qu'il s'est prévalu de ce soutien. C'est pas vrai, il n'y a aucun mot en ce sens. Les photos, vous allez rendre visite à un leader d'extrême droite dans son fief. Vous prenez des visites avec lui, vous affirmez à cet endroit-là que vous n'êtes pas de gauche après l'avoir affirmé pendant 2 ans et vous pensez que c'est un acte secondaire. Donc vous considérez que par capillarité, M. Macron est d'extrême droite? Vous n'avez pas entendu Villiers soutenir Macron explicitement? Vous avez raté les dépêches. Donc je pose la question, mais comment et pourquoi Claude Askolovitch peut se permettre, avec un invité sur le plateau qui va argumenter, en l'occurrence Juan Branco, comment il peut lui dire « vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas dire que il s'est prévalu, le futur président Emmanuel Macron s'est prévalu de son espèce d'amitié, de lien avec De Villiers, alors c'est documenté, on a des photos où ils sont morts de rire au Puy du Fou et qu'effectivement Juan Branco a entièrement raison. Ils sont venus en larrons, comme des larrons en foire, dans le fief de Villiers. Donc ça pose une question et en plus il vient annoncer face caméra qu'il n'est pas socialiste, alors qu'il s'était revendiqué comme tel peu de temps avant et donc je m'interroge vraiment là-dessus. Et je pose la question aussi de savoir comment et pourquoi Elisabeth Quint fait une question aussi fermée, c'est-à-dire qu'elle va dire qu'il y a un fossé entre le Rassemblement National et En Marche à l'époque, ça s'appelait comme ça, alors que l'histoire a plutôt donné raison à Juan Branco, puisqu'il y a eu la loi sur le séparatisme, la loi immigration, et que maintenant on a un gouvernement très clairement avec un ministre qui tient des propos, un ministre de l'Intérieur qui tient des propos d'extrême droite et qui a été validé par Macron. Et donc je ne comprends pas pourquoi ils font ça et surtout pourquoi ils vont revenir à la charge. Je vous laisse écouter la fin de cet entretien. Marine Le Pen présidente, ça vous fait pas peur? C'est pas une menace pour vous, l'extrême droite? Bien sûr que c'est une menace, il va falloir se battre, surtout pour des personnes qui toute leur vie sont engagées pour la liberté publique. C'est un grand drame, oui. Mais nous, justement, dimanche soir, nous ne jouissions pas d'une victoire avancée du premier tour en embrassant notre femme devant les caméras parce que nous étions heureux d'être au second tour face à Mme Le Pen. Donc les leçons de morale, ça suffit.
Non, mais là, vous concentrez sur une anecdote, c'est-à-dire l'attitude d'Emmanuel Macron au soir du premier tour. Un prochain président de la République qui aujourd'hui parle de sortie de l'histoire, qui jouissait de cette sortie de l'histoire. Une question sur deux visions de la société française radicalement opposées, incarnées par Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Que ce sera concret la semaine prochaine? Encore une fois, M. Macron se rallie à M. de Villiers et vice-versa. André. Alors voilà, ça pose un certain nombre de questions et c'est étonnant parce que ça remonte à très longtemps et en fait, il y a cette fameuse fenêtre d'Overton où les médias publics, c'est un média public, font et ont fait la même chose que les médias tenus par les milliardaires, les fameux 9 milliardaires. Et là, c'est sans pression qui vont malmener, maltraiter un discours qui me semble assez cohérent de Juan Branco. L'autre chose, en préambule, c'est... Alors là, je ne comprends pas. Alors si vous avez la réponse, puisque vous êtes très nombreuses et très nombreux à commenter sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, sous les vidéos que nous publions, si vous avez une réponse, vraiment, je suis preneur. Écoutez Arthur, c'était il y a quelques jours, juste avant les commémorations du 7 octobre, il va tenir ce discours absolument lunaire au détour d'une interview d'Apolline de Malherbe qui est très, très, très bienveillante avec lui, contrairement avec d'autres invités. Et il va asséner cette vérité parallèle qui me semble complètement délirante et contre-productive. Je vous laisse écouter. Le nombre de messages que vous allez recevoir me concernant. Vous savez, moi, je suis le seul juif de TF1. Ça fait 30 ans que des millions de gens me regardent. Donc... Comment et pourquoi, dit-il, je suis le seul juif de TF1 ? Est-ce que tu aurais une réponse, Théo ? Est-ce que tu aurais une explication de ce Bon, j'y ai jamais pensé. Je ne comprends pas, parce que forcément, si Arthur... Alors Arthur qui... Ça veut dire que TF1 est antisémite, peut-être ? Eh ben, on peut se poser la question. Simplement, Arthur ne peut pas, qui fait le tour des plateaux, qui est un professionnel depuis des années, des décennies même, il ne peut pas sortir une phrase comme ça s'il n'y a pas une visée politique, très clairement en ce moment, et je ne comprends pas. Donc si vous avez une réponse, 3615, moumou. Et c'est parti pour les tops. Alors, le top... Alors, qu'on peut appeler top paradoxal, comme tu l'avais très bien fait et très bien souligné les fois dernières. Alors, j'avais pointé Véronique Jeunesse en disant qu'elle méritait un top parce qu'elle disait tout haut ce que la plupart des fachos pensaient tout bas. Et bien là... Parce que les Français pensent tout bas, monsieur. Oui, les Français, la France profonde, la vraie, pense tout bas, l'éternel, pense tout bas. Et bien là, c'est Elisabeth Lévy, donc du comptoir de CNews, qui va elle aussi dire tout haut ce que certains fachos, encore un peu réservés, pensent tout bas. Je vous laisse écouter, puis on s'en redit un mot juste après. Il y a cela, il y a l'idée, si vous voulez, que la France aurait une voix singulière, que personne n'écoute, mais c'est pas grave. Et ça, c'est le Quai d'Orsay, qu'on appelle la rue arabe du Quai. Donc il y a une espèce de préférence arabe de la politique étrangère française. Et la deuxième chose, c'est qu'Emmanuel Macron fait un choix dans ce pays. Il a peur. Il y a un électorat que Mélenchon flatte et Macron le ménage. Il a peur des réactions des banlieues. Si c'est ça, c'est grave. Excusez-moi, vous voyez, pardon Pascal, vous n'avez pas donné l'explication dans votre édito, mais j'ai du mal à penser que vous ne seriez pas un tout petit peu d'accord. Si c'est ça, c'est grave. Mais évidemment que c'est grave. Et donc, elle va parler du quai arabe à propos du quai d'Orsay. Elle va tenir des propos absolument racistes au dernier degré et complotistes en plus. Donc, je trouve que voilà, elle fait le job, elle mérite un top. Merci Elisabeth Lévy. Continuez à mêler le comptoir du commerce et les plateaux télé dans lesquels vous êtes encore invité. Toujours parmi les adeptes du soutien inconditionnel, j'ai nommé Céline Pignat. Oui, Céline Pignat, elle est formidable parce que elle a une analyse politique, géopolitique qui m'épate, à tel point qu'elle va, en fait, en défendant Netanyahou, elle va se prendre les pieds dans le tapis et elle va justement, alors ça va même être relevé par Sonia Mabrouk, tellement c'est énorme, elle va justifier le fait qu'on puisse taxer le gouvernement israélien, l'armée israélienne, de génocidaire, voire même de terroristes. Je vous laisse écouter. Sur la qualification de terroristes des résistants français qui ont été appelés terroristes, il y a quand même un moyen très simple de faire la différence. Les résistants français, ils allaient tuer des Allemands, des nazis, ils ne s'en prenaient pas à la population civile. Si vous voulez savoir si quelqu'un est un terroriste ou pas, regardez
il attaque. S'il attaque des populations civiles, des gens désarmés, oui, c'est du terrorisme. S'il attaque des gens armés, des militaires, etc., là, on alors, attention à cette définition. Donc, vous avez vu, même Sonia Mabrouk, quand même pas une folle dingue pro-Hamas, elle est obligée de corriger parce que, oui, l'armée israélienne bombarde des civils et que donc, on peut la qualifier de terroriste. Alors, il n'est pas très connu par le grand public, mais c'est un journaliste qui a eu une belle carrière, on va dire, qui a même dirigé l'Obs avant d'être jeté, si on peut dire. Il s'appelle Mathieu Croissando. Et là, j'ai l'impression que tu quittes les tops paradoxaux pour... Oui, pour un vrai top. Pour le coup. Mathieu Croissando, alors, honnêtement, je l'aime bien, et c'est pas de la condescendance, hein, c'est pas genre je lui donne un bon point. Non, je pense qu'il a des réflexions assez intéressantes. Et puis là, d'un coup, alors qu'il était un petit peu timoré sur la critique de la Macronie qui a quand même laissé le pays, alors je pense à Bruno Le Maire, dans une situation économique absolument effroyable, il va, c'est l'impression que j'ai, ouvrir les yeux sur la réalité de la Macronie, et ça renvoie à l'excellentissime Yoann Chapoutot, donc l'historien qui a... alors, on retrouve assez facilement, hein, vous tapez Chapoutot sur les réseaux sociaux, vous allez trouver assez facilement une récente vidéo où il va parler de la Macronie, il va expliquer que la Macronie, en fait, ce sont des cadres d'entreprise qui vont venir à la tête de l'État, qui vont se servir, qui vont tout apurer, qui vont tout siphonner, et qu'ils vont repartir après à avoir fracassé l'hôpital, l'école, et en s'en foutant de manière assez magistrale. Eh bien, Mathieu Croissando, effectivement, a ouvert les yeux et nous raconte à quel point la Macronie a fracturé le pays. Je vous laisse écouter. Franchement, ils sont gonflés, les macronistes. Hein. Parce que, pourquoi on en est là ? Si on est dans le dur, c'est quand même que quelqu'un nous a emmenés dans le mur. Hein. Qui est responsable du dérapage sidéral des finances publiques ? Qui s'est appuyé sur des prévisions lunaires ? Ce sont leurs choix budgétaires, leur politique fiscale. Alors, on aurait pu imaginer de leur part, non pas de l'humilité, ça n'a jamais été leur fort, mais au moins un peu de retenue. Mais non, tranquillou, comme si de rien n'était, les voilà qui donnent à longueur de journée depuis quelques jours des leçons de bonne gestion des deniers. Tu donnes une médaille aujourd'hui à Charles Anderlin, un journaliste qui a été longtemps correspondant de France 2 à Jérusalem. Oui, alors... je le redis, mais le 7 octobre a été une fracture extraordinaire, bien supérieure à celle du 11 septembre 2001, notamment dans les sociétés occidentales et même au sein de la gauche française. Et Charles Anderlin n'a pas été exempt de ce phénomène, de cette espèce d'explosion ou d'implosion. Il a tenu des propos particuliers au cours des derniers mois, mais là, il va être clair, net et précis sur le positionnement institutionnel, je dis bien institutionnel, c'est-à-dire qu'il ne donne pas son avis, il va s'appuyer sur des faits pour expliquer à quel point Israël est dans le séparatisme, voire même dans l'apartheid vis-à-vis des Arabes. Je vous laisse écouter, ça raconte et ça explique beaucoup de choses. Et en 2018, Benjamin Netanyahu a fait voter une loi redéfinissant l'État d'Israël comme étant l'État-nation du peuple juif, où les juifs ont priorité sur les autres, les non-juifs perdent leurs droits communautaires, gardent leurs droits individuels. Mais par exemple, lorsqu'il s'agit de construire des localités en Israël, la priorité va à la communauté juive. Donc à partir de ce moment-là, on évolue vers un autre État d'Israël, vers un État de moins en moins égalitaire. Dans la loi définissant Israël comme l'État-nation du peuple juif, les mots de démocratie et les mots d'égalité n'apparaissent pas. Il faut vous rappeler que jamais l'État d'Israël n'a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on passe au flop. On commence par Alba Ventura, la fameuse journaliste de RTL. Alors, journaliste, c'est un grand mot. Elle est au moins, elle est à minima éditocrate, c'est-à-dire qu'elle ne produit rien, elle n'écrit rien, elle ne fait pas d'enquête, elle ne fait pas de reportage, je le redis. Simplement, elle donne son point de vue. Et alors, je me demande si elle fait ou pas ses nuits. Un peu comme Gabriel Attal, est-ce qu'elle dort la nuit sans penser à Mélenchon, qui est visiblement son obsession? Elle va faire une espèce de pirouette pour expliquer que Mélenchon a besoin qu'on parle de lui, et donc elle va parler de lui et s'en excuser. Waouh! Sauf qu'elle va tenir un propos absolument dégueulasse, pardon pour le terme, hein, mais c'est comme ça. C'est pas la seule à le faire, sur les Maghrébins musulmans présumés de banlieue qui seraient
paraît malléable à souhait, donc suffisamment stupide pour suivre le grand conducateur Mélenchon sur le fait d'être antisémite, enfin bref, et ainsi de suite. Et je ne comprends pas pourquoi on continue de la laisser parler, mais j'y reviendrai juste après cet extrait. D'abord, Alba en liberté. Jean-Luc Mélenchon a appelé à mettre des drapeaux palestiniens partout à partir du 8 octobre, donc c'est demain. Oui. C'est quoi? C'est sa nouvelle provocation? Oui, vous savez, Jean-Luc Mélenchon n'aime pas quand on ne parle pas de lui. Il n'est pas content quand il se passe une semaine sans qu'on parle de lui. Donc il faut qu'il trouve quelque chose pour exister. Et d'ailleurs, ça marche, puisqu'on parle de lui ce matin. Mais bon, il ne va pas être déçu. Parce que comme il ne sait rien dire sans haine, sans fureur, sans malveillance, le voilà qui invite donc tous ses petits camarades à mettre des drapeaux palestiniens partout et dès demain. Non, parce qu'il ne faudrait pas qu'on commémore trop longtemps quand même les victimes de l'attaque sanglante du Hamas il y a 1 an aujourd'hui. Mais grand seigneur, Jean-Luc Mélenchon n'a rien prévu pour aujourd'hui. Bon, il ne faut pas être dupe. Jean-Luc Mélenchon, ce ne sont pas les Palestiniens ni même les Libanais qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, c'est de surfer sur le conflit au Proche-Orient pour séduire l'électorat musulman, les étudiants, et puis diviser surtout la société française. Donc, Alba Ventura fait partie de ces éditocrates hors sol qui peut-être fréquentent des endroits un peu sympas comme la brasserie Lippe ou le café de Flore. Mais je ne piche pas pourquoi on continue de lui laisser l'antenne libre, sachant que elle fait partie de ces gens dont on sait absolument ce qu'elle va dire avant qu'elle prenne la parole, avant qu'elle ouvre la bouche. On sait qu'elle va parler de Mélenchon, on sait qu'elle va tirer sur Mélenchon. Et en plus, il y a cette espèce de... je vous laisse réécouter éventuellement, mais il y a cette espèce de truc, il ne va pas être déçu. Mais comme si... je pense que Mélenchon ou d'autres ne dorment pour le coup, font leur nuit sans rêver d'Alba Ventura et sans faire des cauchemars en imaginant ce qu'elle va dire le lendemain sur eux. C'est d'une prétention sans nom et je trouve ça vraiment... c'est vis-à-vis de la profession, ça n'aide pas à redorer l'image des journalistes auprès des citoyens français. On a parlé de Alba Ventura, désormais on parle de BHL, Bernard-Henri Lévy, et toujours sur le même thème. Ouais, je suis désolé de vous l'imposer une nouvelle fois, vraiment désolé. Mais voilà, c'est Mélenchon bis, quoi. Et là, on monte d'un cran parce que BHL va parler d'antisémitisme. Alors là, j'avoue que je me pose la question de savoir pourquoi, une nouvelle fois, on peut, sur une chaîne aussi importante que celle-ci, sur LCI, on peut cracher des ordureries pareilles, c'est-à-dire de traiter un parti d'antisémites sans qu'il y ait de suite judiciaire. Bon, je suis un petit peu surpris et j'ai un peu l'impression, et je l'ai déjà dit ici, mais qu'on est dans la chute. Vous savez, le fameux film où Hitler est dans son bunker et avec ses derniers généraux et qu'il va péter les plombs. Et là, on a l'impression que plus ça avance, plus l'image d'Israël est détériorée et plus ils sont dans l'outrance, voire la saleté verbale, puisque traiter quelqu'un d'antisémite alors qu'il ne l'est pas, pour moi, ça relève vraiment de l'injure la plus extraordinaire. Je vous laisse écouter. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est antisémite ? Moi, ce que je crois d'abord, c'est que ce n'est pas de l'instrumentalisation. Ce n'est pas une tactique. J'entends souvent les commentateurs dire ça. C'est pas du clientélisme. C'est pas du clientélisme. C'est pas une tactique pour aller draguer les voix des banlieues. Et d'ailleurs, si c'était une tactique, il en changerait très vite, puisque comme vous voyez, il dégringole dans les sondages. Donc je crois que c'est pas une tactique. Donc je crois qu'il y a chez ces gens, lui et d'autres, comme à l'autre bord du spectre politique, chez un ancien Premier ministre qui s'appelle Dominique de Villepin, il faut les écouter, il faut les regarder. Il y a autre chose que du calcul froid. Il y a une haine qu'ils inspirent, qu'ils dégagent. Une haine de qui ? Une haine d'Israël et une haine de ceux dont Israël est le nom, c'est-à-dire en effet les Juifs. Oui, il y a une haine là, il y a une haine, il y a un côté bave aux lèvres, il y a un côté furieux. On continue avec Dominique Régnier. Dominique Régnier, c'est un expert. Alors, je vais nous dire si c'est un expert en carton ou un expert qu'on peut considérer avec sérieux. Non, alors selon toi. Selon moi, c'est un expert en carton. Alors, c'est un expert en carton. C'est pas selon moi.
Alors, je fais une petite parenthèse parce que c'est mon avis. En fait, on s'en moque un peu. Dominique Régnier a été candidat pour le RPR, je l'appelle toujours comme ça, dans le Sud-Ouest, je crois, pour les régionales. Donc, c'est un politique. Il est engagé en politique et il passe pour un politologue. Donc, c'est-à-dire un politologue, c'est quelqu'un qui est détaché, qui est observateur de la vie publique, alors qu'en fait, il est engagé. Et là, il va tenir les mêmes propos, à savoir que les musulmans seraient des antisémites notoires. Et que la France insoumise, notamment, utiliserait cet électorat pour arriver à ses fins. Et donc, ce n'est pas un politologue en carton simplement, c'est en plus un vrai droitard raciste, et je le dis très tranquillement, c'est raciste de dire que les musulmans seraient une entité seule et unique, et qu'en plus, ils voteraient comme des moutons pour des gens qui prôneraient l'antisémitisme. Je vous laisse écouter ce court extrait qui nous est signé, une nouvelle fois, par Maud Destangal. C'est très pénible à dire, c'est pas agréable, mais c'est aussi en raison du développement par la démographie, génération après génération, de la culture et de la religion musulmane. C'est très lié à cela. Alors, Mourad, tu as créé un nouveau concept, c'est une série de flops, un dossier de flops. Et là, c'est un dossier spécial Enthoven. Oui, Raphaël Enthoven, bien absolument. On a déjà beaucoup parlé de Raphaël Enthoven ici. Là, en fait, alors je vous ai épargné tout ce qui s'est passé autour des commémorations du 7 octobre, parce que il y a eu un certain nombre de dérapages et puis une espèce d'omniprésence en fait de discours qui me semble extrêmement problématique. Même si effectivement il faut rendre hommage et dénoncer ce qui s'est passé le 7 octobre, ça s'est vraiment mal passé sur les médias. Mais juste avant, nous avons eu Enthoven qui a eu bar ouvert sur BFM TV et il va de nouveau redire, mais sans contradiction. C'est ça qui m'épate. Que lui ce soit un bourrin réactionnaire qui est prêt à voter Le Pen au second tour de la présidentielle, ça ne me dérange pas, si vous voulez. Il fait ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut. Ce qui me dérange, c'est qu'on l'invite encore et encore, en sachant de nouveau ce qui va pouvoir débiter comme ânerie. Et là, il va qualifier LFI de premier parti antisémite de France et il va ressortir un mensonge, à savoir que LFI serait... alors, je ne suis pas l'avocat d'LFI, simplement, je constate que c'est la cible numéro 1. Il va de nouveau préciser qu'ils se disent LFI antiracistes, mais qu'ils n'attaquent pas. Ce qui est complètement faux, puisqu'on le sait, on l'a dit il y a 2 semaines de ça, que notamment Daniel Obono avait attaqué Valeurs Actuelles et avait gagné son procès, puisqu'elle avait été grimée en esclave. Voilà. Donc c'est absolument faux. Donc c'est un menteur compulsif et quelqu'un qui va insulter un parti qui a un certain nombre quand même de députés sans aucune preuve. Sans aucun élément. Je vous laisse écouter son propos. C'est-à-dire que, non, alors... Bah si, vous le dites. Bien sûr. Vous le dites très bien. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que prenons les problèmes les uns après les autres. Dans le cas de la France insoumise, puisque vous souhaitez qu'on parle de la France insoumise, la France insoumise est devenue, depuis le 7 octobre, le premier parti antisémite de France. Mais... ils s'abritent derrière l'argument selon lequel... Ils sont tous antisémites parce que les mots ont un sens quand même. C'est le premier parti antisémite de France. Ils s'abritent. Je ne vais pas sonder les cœurs et les reins de tout le monde. Je voudrais répondre sans à chaque Vous généralisez. Je généralise à la France insoumise. La France insoumise est le premier parti antisémite de France qui s'abrite derrière le fait qu'ils n'ont pas été condamnés pour antisémitisme. Cet argument n'a aucun sens. Alors sur le même ton, sur le même air, il va redire, mais c'est impressionnant, parce que c'est toujours la même chose avec ce garçon. Il va redire, avec son ton mielleux, il va redire, alors pardon, je ne suis pas très bon imitateur, mais je vais quand même me lancer dans une nouvelle carrière. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Est-ce qu'il a une preuve, un commencement d'éléments pour étayer ce qu'il dit? Absolument pas. Et je me demande vraiment, mais quelle légitimité il peut avoir pour dire cela? Il n'est pas allé à Gaza, il ne connaît absolument pas la géopolitique, il n'a aucune formation. Je vous laisse écouter et juger par vous-même, comme je le fais à chaque fois. Qu'est-ce qui différencie pour vous ce qui s'est passé le 7 octobre l'année dernière, avec cette attaque terroriste contre, effectivement, des Israéliens, et des Juifs israéliens, pas tous israéliens d'ailleurs, et ce que l'armée israélienne fait à Gaza, ou peut maintenant, à présent, faire éventuellement au Liban?
C'est pas un jugement. Je vous demande qu'est-ce que vous dites, comment? Parce que évidemment que l'armée israélienne aujourd'hui, par certains, est accusée de génocide aussi. Oui, bien sûr, mais l'emploi de ce mot n'a strictement aucun sens. Pourquoi? Il n'y a pas de génocide en Palestine. Il n'y a jamais eu de génocide palestinien. Les mots ont un sens. Il y a un génocide ouïghour, il y a eu un génocide juif, un génocide arménien. Il n'y a pas eu un génocide tutsi, mais le mot de génocide s'applique inadéquatement à une population qui a triplé en plus de 20 ans. En tout cas, il peut y avoir des éléments de réponse à opposer à ce type d'affirmation péremptoire. Absolument. Alors, on va prendre, pour le coup, puisque là, on a affaire à une espèce de kakémono en plastique qui parle sur tout et n'importe quoi sans avoir la moindre légitimité. Quelqu'un d'autres, en l'occurrence Gallagher Fenwick, lui qui est spécialiste des questions internationales et qui a réfuté pendant quelque temps la question du génocide, y a-t-il ou pas génocide, va avoir un avis beaucoup plus éclairant et beaucoup plus éclairé, et il va confirmer qu'il y a bien une volonté à minima, une volonté génocidaire de la part de l'État d'Israël. Je vous laisse écouter. Une réaction à ce document qui vous a saisi, hein. Je vous ai vu regarder oui. images, ces témoignages. Je pense à toute cette douleur, les paroles de Rami qui sont très très fortes, le choix que lui et sa femme Sabah ont fait d'avoir un enfant dans ces circonstances qui peut paraître complètement fou. Et sur l'intention à Gaza, il y a un article qui récemment m'a beaucoup marqué, qui a été commis par un grand académicien qui s'appelle Omer Bartov, qui est israélien, spécialiste du fait génocidaire, qui enseigne dans une université de la Ivy League aux États-Unis, et qui dit, vous savez, en novembre, j'avais ces débats, donc il est israélien, il a servi dans l'armée, notamment durant la guerre du Kippour, et il disait, à l'époque, je disais crime contre l'humanité, oui, crime de guerre certainement, mais pas génocide. Et aujourd'hui, il l'écrit dans le Guardian, il dit il y a une intention génocidaire à Gaza. Et quand on voit ce document, et quand on voit la quantité de destruction, et que cette armée continue de bombarder de manière indiscriminée comme cela, y compris dans des zones qu'elle a désignées comme étant humanitaires, qu'on a la dévastation du système sanitaire hospitalier, etc., je pense que c'est un constat auquel on peut plus se refuser. Et on retourne encore à Raphaël Enthoven. Oui, alors je parle de compétences en termes géopolitiques, notamment de ce philosophe de Plateau TV. Et qui en parle le mieux, c'est encore Enthoven. Je vous laisse écouter son analyse propre par rapport à ses prises de position. C'est un aveu assez sympathique. Est-ce que, d'après vous, Netanyahou pourrait relever de la Cour pénale internationale, précisément ? Je ne suis pas compétent pour cette question. Vraiment, je ne suis pas compétent. Je ne veux pas me prononcer sur cette question. On continue avec un personnage qui fait souvent le buzz sur les réseaux sociaux, un personnage de plateau télé. C'est Barbara Lefebvre qui officie beaucoup sur RMC. Oui, alors elle est très vindicative. C'est une espèce de... Alors, je suis désolé parce que ce terme peut paraître sexiste ou misogyne. Il est souvent attaché à la misogynie, mais c'est une espèce de harpie. Elle est complètement délirante. Elle va invectiver et empêcher de parler les personnes qui vont la contredire. Donc c'est pas lié à son genre, c'est lié à sa personnalité. Et elle va la ramener sur le Moyen-Orient alors qu'elle n'a aucune rebelote. Je suis désolé de me répéter. Elle est professeure de lycée. Oui. Elle n'a aucune compétence sur le Moyen-Orient et elle va tenir des propos absolument délirants sur... Enfin, c'est plus que délirant, c'est même scandaleux vis-à-vis des victimes libanaises qui ont eu à subir les attaques d'Israël en justifiant sans aucun argument concret le fait que ces personnes, finalement, sont mortes parce qu'elles le voulaient bien. Je vous laisse écouter et juger par vous-même. Il n'y a pas de milliers de civils. Non, c'est débarrasser le Liban d'influence iranienne. Non, oui. Alors là, je veux que tu arrêtes tout de suite ce genre de mensonge. Il n'y a pas de milliers de civils libanais qui sont tués. Il y a des civils qui restent avec le Hezbollah parce que c'est la famille, c'est les familles, c'est la grand-mère, c'est la mère, c'est la femme. Si les agents du Hezbollah gardent leurs enfants et leurs femmes avec eux, c'est leur problème. Ils veulent tous mourir en shahid, c'est leur problème. Et là, c'est une sorte de flop collectif pour BFM TV par lequel tu vas conclure. C'est un scandale total et absolu. BFM TV va rendre hommage, donc on est avant le 7 octobre, donc il y a eu l'incursion et puis les attaques contre
contre le Liban, qui n'a rien demandé à personne et qui n'a pas besoin de ça. Et BFM va rendre hommage, et c'est tout à fait symptomatique. Je vais vous demander vraiment d'écouter cette courte séquence jusqu'au bout. BFM va rendre hommage aux soldats de l'armée d'occupation génocidaire, va citer quasiment leur pédigré, savoir s'ils sont mariés, pas mariés, pères de famille, je ne sais pas. Les soldats ou les victimes? Non, les soldats. Ils vont rendre hommage aux soldats de l'armée d'Israël qui sont tombés, qui sont morts au moment de l'invasion au Liban, mais rien sur les victimes, si ce n'est, mais vraiment, je crois, 3 secondes à la fin où on parle de victimes, donc de Libanais morts durant cet assaut. Victimes civiles pour le coup. Absolument, mais sans savoir qui c'est, sans avoir leur image. Et donc c'est très parlant pour moi parce que ça montre le côté invisibilisant total des victimes, qu'elles soient libanaises ou gazaouis. Par contre, cette espèce de sublimation des soldats d'une armée génocidaire. Je vous laisse écouter. Ils sont déjà 8 à être tombés au combat. Tsahal a publié les portraits de ces militaires. Ils étaient âgés de 21 à 23 ans. Parmi eux, le capitaine Eitan Itzhak-Oster, 22 ans, membre du commando Egoz, une unité spécialisée dans la lutte contre le Hezbollah. Ses funérailles étaient organisées hier à Jérusalem, en présence de sa famille et ses amis. Je tiens à présenter mes plus sincères condoléances aux familles de nos héros tombés aujourd'hui au Liban. Que Dieu venge leur sang, que leur mémoire soit bénie. Nous sommes au cœur d'une guerre difficile contre l'axe maléfique de l'Iran qui cherche à nous détruire. Malgré ces pertes, Tsahal continue son offensive au Liban. Hier, de nouveaux blindés ainsi que des renforts d'infanterie ont été envoyés à la frontière. Israël a également demandé aux civils libanais d'évacuer plusieurs communes du sud Liban. Cette nuit, de nouvelles frappes ont été filmées dans la banlieue de Beyrouth. 6 personnes sont mortes. Alors on passe à notre rubrique au microscope avec un invité. Cette fois, c'est Raphaël Garrigos, qui est un des cofondateurs du site d'information lesjours.fr, un site excellent, un site indépendant, qui est spécialiste de la critique média depuis plus de 20 ans aujourd'hui, bientôt 30 ans d'ailleurs, qui a été connu dans l'IB avec Isabelle Roberts, et désormais les Gary Bertz, on les retrouve sur lesjours.fr. Je laisse la parole pour la première question. Absolument. Alors je précise par transparence. Alors d'abord bonjour et merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Je précise pour des questions d'honnêteté et de transparence que nous avons travaillé ensemble assez longtemps à Libération. J'ai eu la chance extraordinaire de bosser pour la rubrique média. Quand tu avais des cheveux ou tu les avais déjà plus? Je crois que je les ai perdus à Libération, mais pour d'autres raisons. Tu étais déjà en train d'observer le deuil. Absolument. Il y a des chances. Mais bon, voilà, maintenant que je suis en lien avec le coiffeur de Théo, ça, tout va mieux. Donc j'ai bossé effectivement avec Raphaël et avec Isabelle Roberts dans la rubrique média notamment. Enfin, j'ai bossé pour plusieurs rubriques, mais dans la rubrique média, et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et donc je suis vraiment ravi de recevoir Raphaël ici. Alors on a listé des tops, des flops, comme on le fait toutes les semaines. Ça fait un an que à peu près un an que je tiens cette rubrique, cette chronique de critique média. On est plusieurs à le faire. Enfin, il y a Daniel Schneiderman, il y a les gens d'Arrêt sur Image, nos amis Usul, Lumi et d'autres, Acrimed évidemment. Là, on a une impression d'accélération. C'est-à-dire que, en fait, alors, soit on est sur un schéma d'espèce de nostalgie en disant c'était mieux avant avec les 3 chaînes du service public, soit, alors que maintenant il y a une explosion du nombre de chaînes, j'ai envie de te poser la question. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, sachant que, je le dis parfois en plaisantant, mais c'est pas vraiment une plaisanterie, je pourrais quasiment, et je fais un salut au directoire du média, je pourrais quasiment tenir une chronique quotidienne d'1 heure sur les dérapages des médias, sans qu'il y ait, on a l'impression, et on le lit dans les commentaires, de réaction par rapport à ça. Est-ce que c'est une impression qu'il y ait un dérapage évident et collectif, ou est-ce que c'est simplement un ressenti, et comment on en est arrivé là si la réponse est positive? Est-ce que c'était mieux avant? Je pense pas, je pense que c'était bien pire avant.
Je pense que c'était bien pire avant. Moi, je me souviens d'une élection, est-ce que c'était législative ou présidentielle, je ne sais plus, où sur le plateau de TF1 en direct apparaissait une coupe de champagne. Et ça avait fait très avec Claire Chazal. Avec Claire Chazal et PPDA. Et on peut remonter effectivement aux dinosaures et à l'ORTF quand le ministre de l'Information de l'époque avait une ligne directe téléphonique entre son bureau et ceux des 3 chaînes. Je pense que malgré tout, ça s'est j'allais dire libéralisé. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je pense que ça va quand même. Je ne sais pas si on peut dire. De diversité, on va dire. Je sais. En tout cas, je pense pas que j'ai jamais pensé que c'était mieux avant, et je pense que le mieux est aujourd'hui. On dirait pas, mais en tout cas, il y a. Mais est-ce qu'il y a un paradigme nouveau? La différence, ça va être aujourd'hui qu'on a une multiplication des chaînes avec beaucoup de chaînes privées. 3 chaînes d'information privées en France, c'est énorme. Je pense pas que, à part aux États-Unis, qu'on ait de pays avec autant de chaînes d'information et une concurrence qui s'accroît. Et c'est vrai qu'on entend tout le temps dire tiens, CNews est passé devant BFM. Oublions pas qu'on parle de niveaux d'audience qui sont quand même extrêmement bas. 3 chaînes d'information privées. 3 chaînes d'information privées, oui. Plus une chaîne publique. Donc il y a une concurrence qui s'est accrue et chacun... Et le média, une chaîne indépendante. se marque à la culotte, effectivement, et qui a raté la TNT de pas grand-chose, certainement. Mais c'est cette concurrence qui fait que chacun se marque à la culotte et chacun a tellement d'imagination qu'il n'arrive qu'à copier les recettes de l'autre. Mais pourquoi c'est justement cette concurrence produit une sorte de plongée vers le fascisme, enfin une fascisation éditoriale? Faut reprendre encore une fois l'exemple de CNews que nous on suit beaucoup au jour, avec une série qui s'appelle L'Empire. On en est à 212 épisodes, je crois, de 212 articles sur l'Empire de Vincent Bolloré. Si je prends l'exemple de CNews, effectivement, fin 2016, la chaîne est reprise en main par Vincent Bolloré. Il y a une grande grève et la chaîne est totalement, qui s'appelait iTélé alors, est totalement remodelée. C'était une chaîne qui était une chaîne d'information assez classique, avec pas mal de reportages, pas mal de plateaux. Et Vincent Bolloré va la transformer d'une manière très simple. C'est en se disant, on va mettre des gens qui s'engueulent à l'antenne. C'est aussi simple que ça. Et pour avoir des gens qui s'engueulent à l'antenne, faut pas mettre Laurent Geoffrin contre votre ami Raphaël Enthoven, par exemple. Il vaut mieux avoir des gens qui ont des avis assez contraires. Alors, bon, là, je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, les avis contraires sur CNews sont assez limités, effectivement. Mais ça, c'était la recette de départ. C'est la recette de départ parce que c'est moins cher, tout bêtement, que de faire du reportage, que de faire de l'information, que de s'interroger sur pourquoi, sur est-ce qu'il y a un génocide ou pas à Gaza, pour aller interroger des gens. C'est du travail, c'est du travail journalistique, tout ça. C'est quand même bien plus simple et bien moins cher, surtout, d'avoir des gens en plateau qui s'engueulent et qui peuvent parler de n'importe quel sujet. C'est les fameux tautologues dont tu parlais déjà, Mourad, tout à l'heure. Et du coup, après cette étape 1, il y a une étape 2 où c'est un rétrécissement finalement des personnes qui sont plutôt de tendance droite, extrême droite, qui confirment leurs biais mutuellement. C'est un peu ça aujourd'hui CNews. Oui. Et c'est un peu ça que BFM imite, je pose la question. Oui, bien sûr, mais après, encore une fois, là, moi j'ai une petite obsession sur Vincent Bolloré, etc. Mais si je prends le cas d'Éric Zemmour, Éric Zemmour, il naît sur le service public, il naît sur France 2 chez Laurent Ruquier. C'est quasi simultanément, il naît également sur iTélé, à l'époque, une émission qui s'appelle Ça se dispute, je crois, où effectivement il se disputait contre Domenech, je crois. Oui. Nicolas Domenech. Nicolas, t'es sur Raymond. Raymond Domenech. La coupe à la maison. Allez. Et effectivement, il est ensuite arrivé sur CNews, et CNews est devenu la première chaîne d'information, et donc BFM n'a rien trouvé de mieux que d'essayer de coller sur ces thèmes-là, des thèmes sécuritaires, des thèmes il s'est passé un truc, avant même de savoir quoi que ce soit, d'abord on en tire des conclusions, avant de savoir ce qui s'est passé.
Alors, dans cette chronique, régulièrement, très régulièrement, mais là encore, on pointe avec Théo ce qu'on appelle les experts en carton, mais qu'est-ce qui fait que ces chaînes se sont senties obligées d'inviter des gens qui ne savent rien du tout, mais qui vont remplir du temps d'antenne et qui vont donner leur avis sur tout et n'importe quoi, quitte à dire des énormités et sans s'excuser derrière, sans faire de retour sur information. De pan sur le bec. Oui, de pan sur le bec, comme on dit chez Coin. Qu'est-ce qui fait qu'à ce point-là, ils aient besoin d'avoir autant d'experts bidons sur tout et n'importe quoi? C'est né comment, ça? La réponse, elle est dans ta question. Et encore une fois, c'est bien d'avoir des gens qui sont capables de parler de tout. Moi, ce qui me frappe à chaque fois, je ne sais pas comment font les journaux de droite pour laisser autant leurs journalistes passer toute leur journée sur CNews et sur BFM. Comment ils font leur canard, les gars? Nous, au jour, on n'y arrive pas. On arrive... Là, il y a peut-être des journalistes qui sont chargés de valoriser la marque à la télévision, et d'autres journalistes qui sont chargés de travailler pour le journal. Oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Mais effectivement, c'est aussi parce qu'on a un discours plus, j'allais dire, moins chiant. On a des gens qui sont plus abrasifs. Et on a aujourd'hui Vincent Bolloré qui a accordé un temps de parole et un haut-parleur à la presse d'extrême droite, Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire, etc. et toute la bande. Une presse d'extrême droite, il y en a toujours eu une en France, et personne a songé à l'interdire. Il y a eu quand même quelques cas d'interdiction, et c'est pas dommage. Mais il a donné un haut-parleur à cette presse-là, qui se retrouve sur des chaînes d'information mainstream, mais qui ne le sont plus tout à fait, qui se trouvent sur des radios comme Europe 1, qui sont des radios qui étaient au départ une radio mainstream, et qui donnent un temps de parole et comme ça, et une surface médiatique sans comparaison avec le lectorat de ces journaux-là au départ. Parce qu'ils vont tenir des propos qui sont plus abrasifs, plus... Qu'un spécialiste, par exemple. C'est moins pénible ou moins chiant ou moins nuancé qu'un spécialiste. Un spécialiste vous dira toujours « Ah, c'est plus compliqué que ça ». Or, on veut des choses simples. Alors qu'on veut des choses simples. Des punchlines. On veut des punchlines. On veut des choses coupées pour Twitter, peut-être. Oui, il y a de ça aussi. Oui, bien sûr. Alors, je vais donner la parole, parce que, a priori, Mourad mène l'interview, mais je voulais quand même me demander, est-ce que c'est pas une question démographique aussi? Est-ce que la catégorie de population qui regarde la télévision est plus à droite que l'ensemble des Français, et ce qui fait que, de manière naturelle, BFM courant après CNews et d'ailleurs le service public courant après les deux produisent un journalisme qui est de plus en plus différent et de plus en plus porteur des idées d'extrême droite et de droite de manière générale? Moi, je ferais vraiment une différence entre la déférence et l'extrême droite. La déférence vis-à-vis des idées de l'extrême droite. Ah oui. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que la télévision, c'est un média qui est consommé plutôt par les personnes âgées. Ça reste un média très très puissant, mais qui est consommé par des personnes âgées. Et c'est par exemple la télé-réalité qui a été une des seules innovations, on va dire, de ces dernières années, qui a réussi à attirer des jeunes devant la télé. Sinon, c'est une cause perdue. Et ce sont plutôt des personnes âgées qui regardent la télévision. Enfin, on est vraiment sur des moyennes d'âge qui sont vraiment très élevées, que j'ai pas en tête, mais qui votent. Et qui votent beaucoup. On le sait. Oui, donc ça, c'est un problème. Alors, c'est pas un problème qu'ils votent. Non, c'est un problème qu'ils pèsent beaucoup plus que le reste de la population, effectivement, comme le dit Raphaël. Alors, je mettrai un petit bémol, parce que j'avais eu un témoignage d'un cadre de chez Relais, les fameux magasins, enfin les librairies, tout service dans les gares. De Vincent Bolloré. Voilà, qui me disait en fait il y a quelques années que c'était avant très compliqué, parce qu'effectivement il y avait de la presse d'extrême droite, mais il fallait aller chercher, il fallait aller fouiller, et donc il parlait de son beau-père, je crois, qui était d'extrême droite et qui devait aller chercher présent pour aller vite tous les magazines et tous les journaux d'extrême droite, Minute et compagnie, et que maintenant en un clic on a accès à en un clic ou un coup de télécommande, on a accès à des discours d'extrême droite, ce qui est quand même une différence assez importante.
importante, me semble-t-il. Je voulais savoir, au jour.fr, donc lesjours.fr, dont tu es le cofondateur, est-ce que après avoir mené pendant des années, des décennies, un travail extrêmement rigoureux sur la critique média, est-ce qu'il y a toujours, et comment tu expliques qu'il y ait toujours cette réticence, si tel est le cas, des médias à se remettre en question, c'est-à-dire à ne pas reconnaître, puisqu'on nous on le documente ici toutes les semaines, à ne pas reconnaître leurs erreurs, leurs fautes, leurs mensonges. Et leur responsabilité dans la situation actuelle. Absolument, et évidemment avec l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Mais comment expliques-tu que la presse française n'accepte pas la critique, n'accepte pas... Et notamment nos copains d'Arrêt sur Image disent régulièrement que ils se font accrocher au nez, on ne les rappelle pas parce que les gens refusent de répondre alors qu'ils ont des arguments. La critique média a toujours été mal considérée. Moi, j'ai toujours vu ça à Libération, même en nous occupant d'une rubrique média, le simple fait d'enquêter sur les médias concurrents était souvent vu comme soit une agression, donc je travaillais à l'époque à Libération, soit une agression de Libération contre tel ou tel média, avec le côté bœuf-carotte. Je me souviens une fois, on avait sorti une affaire de notes de frais légèrement indue à TF1, on nous a dit ouais, allez donc voir comment ça se passe à Libération, et à chaque fois nous on répondait aux gens allez-y, faites votre boulot, nous on fait du journalisme sur les médias, donc on est c'est notre travail de faire ça. Il y avait toujours et il y a toujours ce côté bœuf carotte qu'on n'aime pas, que les policiers n'aiment pas qu'on vienne regarder dans leurs petites affaires. Mais c'est vrai que l'analogie entre les journalistes et la police est souvent... je rappelle que les bœuf carottes, c'est la police des polices. Ouais. Je renvoie évidemment au Ripou, au film Les Ripoux, pour avoir la référence. La partie critique média dans lesjours.fr est importante. C'est un fil conducteur ou c'est... Nous, on n'a pas de thématique au jour. Nous, on choisit des sujets qu'on suit. Alors, on va voir une capture d'écran. Ce sont des séries. Voilà, c'est des séries, c'est des dossiers, on appelle ça des obsessions qui sont mises en scène comme des séries. Et il se trouve qu'Isabelle Roberts et moi, nous, avant que les jours se lancent et une fois qu'on avait quitté Libé, il a commencé à se passer des choses à Canal+, à savoir la prise de contrôle de Canal+ par Vincent Bolloré. Et là, on était en train de créer les jours avec toute notre équipe et on n'avait pas d'endroit pour écrire à ce moment-là. Donc on s'est dit, tiens, éprouvons notre système d'obsession, notre système de série avec ce qui se passe à Canal+, et on a commencé à enquêter. Et ensuite, donc, quand les jours se sont lancés, ça nous a semblé nous être un cas d'école pour ce qu'on voulait faire. Et c'est vrai que nous, quand on a démarré les jours, on a démarré tout de suite notre enquête sur Vincent Bolloré. C'était pas le sujet grand public qu'il est devenu à peu près aujourd'hui. Et nous, au départ, on ne voyait finalement qu'un homme d'affaires débarquant dans un groupe, étant certes un peu brutal avec des cadres, mais bon, il prenait la propriété le contrôle d'un groupe, il virait un tiers des cadres, ça arrive. Ce qui était un peu plus surprenant, c'est la façon dont il faisait, de manière effectivement très brutale. Et ensuite, on a vu s'installer l'idéologie. Ah oui. Et c'est là où c'est vachement intéressant. Et donc nous, on a cette espèce de monstre, je dis ça entre guillemets, et qui est un cas malgré tout à peu près unique dans la presse française d'un homme d'affaires qui met son idéologie au service de son business et qui d'ailleurs ne réussit pas tant que ça. D'un point de vue financier, c'est pas non plus. On a toujours décrit Vincent Bolloré comme ces hommes-là ont toujours des surnoms. Lui, c'était le petit prince de la finance, par exemple, le petit prince du cash flow. Le petit prince du cash flow, effectivement. Il y avait aussi le raider. Je sais ils ont tous des super noms comme ça. Bernard Arnault, c'est le renard de je ne sais plus quoi. Enfin bref, pas des surfaces, mais je ne sais plus quoi. Mais avec Vincent Bolloré, on a un cas d'école de la critique des médias pour nous Nous, il se trouve qu'on a choisi ce système qui fait qu'on ne fait pas tout sur les jours. On fait que ce qui nous semble être le plus symptomatique de ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Vincent Bolloré vire un tiers des cadres de son groupe, quand il décide de vider une rédaction comme il l'a fait à iTélé, finalement, il donne un sauf-conduit pour les autres. Par exemple, Bernard Arnault n'était pas réputé pour intervenir plus que ça dans ces médias. Il détient le Parisien, les Échos, etc.
je pense qu'il s'est senti autorisé par Vincent Bolloré, finalement. Si lui, il vire toute une rédaction, je peux bien commencer, moi aussi, à faire ce genre de choses. C'est là où c'est intéressant. Je te laisse évidemment si tu le souhaites, cher Théo. Ce sera ma dernière question. Alors, je vais te demander une analyse sur l'Arcom, parce que c'est quand même l'autorité qui doit prendre des décisions par rapport à ça. On sait très bien où vont ces médias-là. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on était avant avec des gens, je pense à Lagardère ou à Dassault, avec des gens qui avaient plutôt des intérêts, on en a déjà parlé la semaine dernière, je crois, des intérêts plutôt financiers. Et là, on est sur de l'idéologie, ce qui est beaucoup plus compliqué à gérer. Est-ce que l'Arcom est équipé pour ça ? Et surtout, ma dernière question, ce sera comment on sort de ce marasme-là ? Quelles sont les clés, quelles sont les solutions pour, de nouveau, réguler sérieusement le paysage audiovisuel français ? Alors, si on a 2 heures, on peut y aller. Le problème de l'Arcom, c'est qu'on est tout le temps en train de dire mais qu'est-ce que fait l'Arcom ? Tiens, Cyril Hanouna a encore fait ça. Qu'est-ce que fait l'Arcom ? L'Arcom a besoin d'être dans un cadre juridique très précis parce que chacune de ces décisions est attaquée. Alors, par Canal+, quand elle concerne le groupe Canal+, et Cyril Hanouna, mais aussi régulièrement par chacun... Par le média aussi, d'ailleurs. Et par le média, effectivement, depuis la décision de ne pas sélectionner le média pour la TNT. Donc l'Arcom est obligé vraiment de sécuriser chacune de ces décisions juridiquement. Et je pense aussi, moi j'ai connu un temps, du temps où l'Arcom s'appelait le CSA, où finalement on était entre le patron du CSA et les patrons de chaîne. On était à peu près tous du même monde. On pouvait se dire, tiens, il y a Nagui qui a déconné avec un pistolet, avec un micro en forme de pistolet. C'est une vraie anecdote pour les plus âgés d'entre nous. Et il suffisait que le patron du CSA appelle celui ou celle de France Télévisions pour dire bon, ça se fait pas trop et tout. Et les trucs se réglaient un peu comme ça entre gens du même monde. Et là, avec Vincent Bolloré, il se passe pas du tout la même chose. Et donc il y a un besoin chez l'Arcom, peut-être un peu trop. Peut-être que l'Arcom est un peu trop prudente aussi dans ses décisions. Et on l'a vu, là, le fait qu'elle ne sélectionne pas C8, c'est pas du tout le même sujet, à mon avis, de la non-sélection du média et le fait de ne pas reconduire, de pas reconduire C8 sur le média, c'est une idiotie qui est vieille comme la TNT, à savoir de pas avoir que l'État, pas l'Arcom, parce que c'est à l'État de faire ce genre de choses. L'Arcom est chargé de faire respecter la loi. L'État aurait certainement dû accorder, pendant un temps on parlait du tiers secteur audiovisuel, aurait dû accorder une place au tiers secteur audiovisuel, à l'expression de la télévision citoyenne, des médias citoyens. C'est un vieux dossier et qui n'a jamais été fait. Et aujourd'hui l'Arcom n'aurait pas eu envie que dans 6 mois, on va dire, le média se retrouve, je vous le souhaitais pas évidemment, se retrouve à ne pas pouvoir payer les émetteurs de TDF, de la TNT, etc. Et d'avoir finalement cette décision déjugée avec un dépôt de bilan qui aurait pu arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Et donc l'Arcom préfère privilégier le critère économique dans ce cas-là, et ce qui est certainement pas une très bonne idée non plus en termes d'expression. Alors, comment on en sort de ça ? Je repose la question, pardon. Moi, j'aurais tendance à tenir un discours que vous entendez beaucoup sur les médias de toute façon, puisque c'est à peu près le même discours qu'on tient tous dans les médias indépendants, dans cette espèce de grande famille éclatée qu'on est tous, à savoir, il suffit d'être... pas d'être, mais de choisir son média. On est après tout tout à fait maître de ce qu'on fait dans les médias. Et je pense que ça s'accompagne, et ça c'est un dossier qui n'a pas l'air de prendre ce chemin-là, ça s'accompagne de l'éducation aux médias. Et l'éducation aux médias devrait démarrer dès je ne sais pas si c'est des... Non, moi je la ferais même démarrer dès avant. Ah oui. Et je pense que on vit avec les médias autant qu'on vit avec l'histoire, le français et les mathématiques, et qu'on devrait être, sinon éduqué, du moins élevé aux médias. Et je vois que ça pour en sortir, parce que finalement, Vincent Bolloré s'en tire à peu près toujours. Il fait pas des choses illégales, et quand c'est illégal, il paye ses fonctions. Il paye, il a l'argent pour ça.
Et c'est là ce qui vient de lui arriver avec C8, ça leur fait très très mal. Là, on le voit de toute façon. Et ils essaient de jouer un registre qui est celui de la liberté d'expression bafouée. Il faut arrêter de déconner. Quand sur la route on est pris à 260 à l'heure, on se fait retirer son véhicule. C'est un peu la même chose qui vient d'arriver à C8. Alors, c'est désormais l'heure du coup de cœur. Oui, alors le coup de cœur, c'est souvent quelque chose de littéraire. Et là, je voudrais vraiment saluer le petit essai. Alors, c'est très, très court. Hein, c'est une cinquantaine de pages. C'est signé par Fatma Bouvet de la Maisonneuve, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie, qui est par ailleurs psychiatre et donc écrivaine et qui a écrit Debout, tête haute. C'est un manifeste pour répondre au racisme. Et c'est en plusieurs parties. Et c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ça renoue. Alors, je ne sais pas si ça a été coupé un jour, mais ça renoue avec la tradition des psychiatres qui écrivent. Et quand les psychiatres écrivent, c'est toujours passionnant parce qu'ils viennent raconter, alors là, en l'occurrence, la manière dont le racisme systémique affecte les esprits, notamment des personnes racisées ou d'origine étrangère présumée. Et donc, elle va développer, un peu comme l'a fait Stéphane Hessel il y a quelques années avec Indignez-vous, elle va vraiment inviter les victimes, notamment du racisme, à se mobiliser, à se réveiller, à se lever. Et donc c'est une réussite totale pour moi. C'est vraiment un essai magnifique. Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Il n'y a pas que des Mourad Guichard, il y a aussi des Fatma Bouvet de la Maisonneuve, que je salue. Donc, Debout, tête haute, manifeste pour répondre au racisme. C'était dans une collection qui s'appelle Carton Rouge. Et c'est aux éditions du Croquant. Et on passe aux remerciements. Alors oui, les remerciements, ils vont être courts, puisqu'on a eu une très longue discussion vraiment passionnante avec Raphaël Garrigos. Donc les remerciements cette semaine vont à Denise Dirou, sur Twitter, qui est très, très active, Fatima, qui habite à Paris et qui est coach sportive et que j'embrasse, qui est une ancienne de Libération. Voilà, que j'ai retrouvé récemment. Hassan de Paris, dans le 5e arrondissement, Martin de Boulogne-sur-Mer, Nordine de Paris, Dalila de Pantin, Benamar de Draveil, Léon de Lyon, Nejma et Delphine de Paris, Anne de Grenoble, Romane de Paris, avec une précision rhododendron, et je me rappelle plus pourquoi elle m'avait précisé ça, Khalid d'Argenteuil, Nasser de Chenevière dans le 94 et Isabelle Roberts, qui me manque terriblement puisque j'aurais adoré l'accueillir ce soir. Alors merci Mourad, merci Raphaël d'avoir été avec nous et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur le média, sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet, le média, votre média. Ne vit, vous le savez, que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias, passez le message à vos voisins, canal 165 sur la Freebox.